Bon, bonjour Jérôme, bonsoir. Vous êtes garde au Parc national des Écrins. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu en quoi consiste votre métier? Comment est-ce qu'on devient garde d'un parc national? Et puis un petit peu les différentes missions de garde. En fait, notre principal métier, il y a le volet connaissances scientifiques qu'on vient de voir à l'instant. On a aussi un volet animation, accueil du public. On accueille à peu près 1 million de personnes visiteurs dans le parc national chaque année. Donc on a un gros volet d'entretien des sentiers, d'accueil du public, d'animation. Et puis on a un volet d'accompagnement des municipalités aussi un petit peu dans leur développement, les municipalités qui sont partenaires du parc. Et puis un petit volet police aussi, c'est pour ça que j'ai cet écusson sur la poitrine. C'est vrai, c'est la deuxième mission, la mission numéro 2 de garde. Comment on devient garde? C'est un petit peu comme maître de conférence ou chercheur au CNRS, on passe un concours. Hein, c'est le même principe, un concours du ministère de la Transition écologique. Après, en général, des études en écologie en général, en sciences et vie de la Terre, au sens large. Alors on a cette deuxième mission qui va apparaître, qui vous tient à cœur. J'imagine que vous adorez... Oui, plus ou moins. Quand on accueille 1 million de personnes sur un site, pour ceux qui ont à gérer des sites, forcément, il y a besoin d'un petit peu de réglementation, de cadre. Voilà, donc une situation de la vie quotidienne, des randonneurs qui viennent en tenue de ville d'ailleurs, avec un chien. Voilà, ça doit être des Grenoblois à avoir la tête là. Je ne sais pas si tu vas finir la soirée. Pardon, on avait dit qu'on se vous voyait. Mince. Ouais. Alors, en fait, on accueille des gens du monde entier dans le parc, mais la clientèle locale est très importante. Je pense que les Rhône-Alpins doivent représenter 70% de nos visiteurs. Je crois que les Grenoblois représentent 65% des gens qu'on verbalise. Voilà. Donc c'est une réalité, 20% lyonnais et le reste du monde. Donc là, on a un collègue effectivement qui arrête un chien à l'entrée du parc. Voilà, c'est très à la mode de sortir avec son chien, c'est super agréable. Ça pose pas forcément de problème en soi lorsqu'on est une personne à sortir avec son chien ne fait pas de mal individuellement, mais la répétition de ce passage, si seulement 10% de nos visiteurs viennent avec un chien, c'est des milliers de chiens. Oui, et puis il y a un dérangement de la faune et c'est ça qu'on a du mal à compenser, quoi. C'est la même chose pour la cueillette des plantes ou voilà, quand on ramasse un petit bouquet, effectivement, on fait pas de mal. Hein. On fait aucun mal. Mais les centaines de personnes qui vont sur le même sentier ramasser chaque jour ce bouquet font qu'à la fin de la saison, il ne reste pas beaucoup de fleurs. Voilà. Alors on va revenir sur cette réserve intégrale du Lovitel. Qu'est-ce qui a changé dans la nature? Ça a été un petit peu évoqué, vous allez peut-être pouvoir revenir dessus. Qu'est-ce qui a changé dans la nature depuis qu'on a interdit l'accès? Voilà, on a arrêté toute activité humaine, donc le pastoralisme, la chasse, la pêche, la sylviculture, etc. Et le simple fait de passer depuis 1995, sachant que certaines activités étaient déjà arrêtées bien avant. Ce qui change essentiellement, c'est notamment la forêt, le fait de ne plus exporter de bois, de ne plus exploiter, fait qu'on a un taux de bois mort qui est à peu près 30% plus important que dans des forêts similaires de Chartreuse ou de Belledonne autour de nous, qui sont exploitées. Et du coup, une diversité d'insectes qui est associée aussi. On a tout un tas de dispositifs de suivi qui permettent de voir ça. Également, les prairies, où on a une diversité floristique. Il y a un programme qui est porté par un laboratoire de Grenoble qui s'appelle le LECA, qui porte un programme hors champ avec des transects de suivi un petit peu dans toutes les Alpes. Et le transect qui a la plus grande diversité, c'est celui de la réserve intégrale, notamment parce qu'il n'y a plus de pâturage. Oui, et donc sur le bois mort, hein, c'est aussi une piste pour nous qui habitons en ville. On a tendance à toujours nettoyer les feuilles mortes, c'est la saison. Nettoyer les feuilles mortes, nettoyer les branches, peut-être que par endroit, laisser ces détritus végétaux s'accumuler, ça fait aussi partie de la nature et ça peut peut-être contribuer à la biodiversité dans certaines situations. C'est sûr, c'est moins de CO2 dans leur transport, ils vont se dégrader sur place et en plus c'est un abri potentiel à certains animaux. Alors s'il y a des familles qui ont envie d'aller voir des animaux en vrai en montagne, qu'est-ce que vous avez envie de leur conseiller et qu'est-ce qu'on peut, quelle mise en garde et qu'est-ce qu'il faut respecter pour pouvoir les voir dans des bonnes conditions? Alors l'idéal pour les voir, c'est plutôt de sortir tôt le matin. L'essentiel de nos visiteurs au Lovitel, ils arrivent entre 10h et 11h. Donc c'est trop tard. Tout ce qui est grande faune est déjà en train de ruminer, etc. On ne les verra pas. La petite faune qu'on voit dans le film, par contre, celle-ci, on peut la voir toute la journée. Il suffit de lever un caillou, soulever une pierre, s'arrêter, regarder sous une souche. Celle-ci, on peut la voir plus facilement, même en ville, même dans ces jardinières de fleurs à la maison parfois. Mais la grande faune, souvent, il faut partir assez tôt. L'idéal, c'est de la regarder avec des jumelles, avec une longue vue, pour ne pas déranger, pas essayer d'approcher. Là, il y a la saison de ski de randonnée qui va arriver. Je sais qu'il y a
Voilà, beaucoup de Grenoblois qui sont impatients de rechausser les skis. Nous aussi. En fait, le souci, c'est que l'hiver, si on dérange, on va générer une perte d'énergie importante sur les animaux qui ne vont pas pouvoir reconstituer cette énergie très vite, qui vont s'exposer aussi à la prédation pendant ce déplacement, au risque d'avalanche, etc. Donc c'est pas mal quand on fait une sortie peu importe où, de rester à distance. Si on croise un chamois sur sa trace, de le laisser traverser tranquillement et de ne pas essayer de faire la course avec. D'abord, vous avez 9 chances sur 10 de perdre. Une chance sur 10 de faire un bon gigot. Oui, éventuellement, mais il faut avoir ce qu'il faut pour le ramener, tout ça, c'est pas toujours évident. Puis il faut pas se faire voir, surtout. Également, voilà. Donc voilà, il y a aussi beaucoup de bureaux des guides, d'accompagnateurs qui proposent des sorties, des associations aussi, à Grenoble et partout ailleurs, qui proposent des sorties. Il ne faut pas hésiter aussi à aller jeter un œil de leur côté, quoi. Donc plutôt à la longue vue que essayer de s'approcher, voilà. C'est ça, souvent voilà, on aperçoit un animal et en plus souvent quand on s'approche on le met en fuite et finalement il s'en va et on le voit plus. Donc on n'y gagne pas. C'est perdant pour tout le monde. Au Lovitel en l'occurrence il y a beaucoup de marmottes. Je crois que les marmottes on n'a plus le droit de les nourrir maintenant. Hein. Alors non, en plus il y en a beaucoup moins. C'est plus au Lovitel qu'il faut aller pour voir des marmottes. Mais c'était beaucoup le cas pendant 20 ans, mais ça allait moins. Ok. Eh ben, merci énormément Géraud.